J'aime bien, j'avais fait ça pour la première et je refais ça avec vous aujourd'hui, commencer cette séquence par une rubrique « Vos papiers, s'il vous plaît ». Est-ce que vous pouvez me parler d'Engie ? Bonjour, alors mes papiers, d'abord mes métiers, je dirais. 3 métiers clés pour Engie. Le premier, c'est le gaz, qu'on appelle la chaîne gazière, c'est-à-dire depuis la production, l'achat, parce qu'on achète plus qu'on produit, le transport, le stockage, la distribution, jusqu'à ce que ça arrive chez vous finalement ou chez nos clients industriels pour les chauffer ou pour l'industrie. Le deuxième métier, c'est la production d'électricité, quelles que soient les sources de production, elles sont diverses. Et le troisième métier, c'est les solutions, notamment l'efficacité énergétique pour consommer mieux et moins d'énergie, sachant que ces métiers, nous les faisons pour 3 types de clients. Les clients particuliers, comme vous et moi, les clients industriels et puis les collectivités locales. Si on présente Engie en chiffres, ça donne quoi ? Alors en chiffres, c'est d'abord une grande équipe mondiale, 150 000 personnes dans le monde. Cette équipe génère un chiffre d'affaires avec ses clients de près de 75 milliards d'euros en 2014, dont plus de 60% à l'étranger hors de France, et avec un résultat net récurrent par du groupe de 3 milliards 100 en 2014. Alors, lorsque je regarde la communication des sociétés, et d'ailleurs de l'ensemble des financiers, je fais toujours la chasse aux sigles. Lorsque je regarde Engie, j'entends souvent parler de gaz, j'entends souvent parler aussi de GNL. Le GNL, c'est quoi ? Effectivement, c'est un gaz très important, puisque quand on parle de gaz naturel, il existe sous 2 formes. La forme qu'on connaît tous, qui est la forme gazeuse, et puis une forme qui, de fait d'un processus industriel, passe du stade gazeux au stade liquide. Donc GNL, c'est gaz naturel liquéfié. Et c'est super intéressant parce que le liquide permet de donner de la flexibilité au transport du gaz. Vous savez qu'un gaz gazeux, ça peut se transporter que via un gazoduc, donc de point à point, entre par exemple la Russie et l'Europe. Un gaz liquide, ça se met dans un bateau, et qu'on appelle un méthanier, et ça se transporte où l'on veut dans le monde, où il y a un besoin, de manière donc très agile et très souple. Alors, parlons, Brigitte, si vous voulez bien, d'actualité. Récemment, on a vu à Roland-Garros le changement de nom, la nouvelle marque Engie. Pourquoi ce changement de nom ? Effectivement, GDF Suez devient Engie. Et il devient Engie pour 2 grandes raisons, des grandes transformations à l'externe sur donc, nos marchés de l'énergie, qui, nous allons le voir, bougent beaucoup. Et puis une transformation en interne pour accompagner ce changement, pour relever ce défi du nouveau monde de l'énergie, pour favoriser le développement de la société. Donc Engie, c'est un nouveau nom, c'est court, c'est simple, c'est prononçable facilement dans toutes les langues, et ça c'est très important pour une société internationale. GDF Suez, c'était compliqué ? Un petit peu, oui. Engie, c'est plus simple parce que l'énergie, ça parle à tout le monde. D'accord, et puis effectivement, on retrouve le concept d'énergie dans ces... puisqu'on reprend la majorité des lettres. Je suis dans l'actualité, si vous le permettez, on va y rester un tout petit peu. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans le nucléaire en France. On voit que le gouvernement Areva est en difficulté, le gouvernement cherche à réorganiser la filière. Quelle est la position d'Engie sur le dossier Areva ? Sur le dossier Areva, Engie réfléchit sur une prise de participation, non pas dans la société Areva, mais dans les activités de maintenance de centrales nucléaires à l'étranger. Puisque je vous disais, international, c'est important, et service, c'est important. Tout le type de service lié à l'énergie. Donc, dans ce cadre-là, nous pouvons être intéressés. J'aime bien creuser un peu les boîtes pour savoir comment elles fonctionnent. À quoi Engie est sensible d'un point de vue économique ? La première sensibilité d'Engie, je dirais que c'est le climat. Le climat. Oui, le climat. Parce que vous comprenez que l'hiver, par exemple, quand vous avez un hiver froid, c'est pas forcément agréable pour vous, mais vous devez vous chauffer plus fort.
Et donc, ça impacte plus favorablement les résultats et le modèle économique d'Engie. Autrement dit, plus il fait froid, plus vous faites de chiffre d'affaires. Exactement. En ce qui concerne cette partie du business, bien sûr. Pour vous évoquer un autre exemple sur le climat, c'est l'hydrologie, c'est-à-dire le niveau des pluies dans le climat. Alors, quand on fabrique de l'hydroélectricité, ce qui est le cas surtout au Brésil, en ce qui nous concerne, nous avons des gros barrages électriques. Si l'hydrométrie est faible, la production d'électricité est plus faible. Et l'inverse est vrai aussi. Donc il y a sensibilité au climat. Est-ce que vous produisez de l'énergie, vous vendez de l'énergie, vous achetez de l'énergie, vous nous avez expliqué aussi tout à l'heure sur le gaz. Quelle est votre sensibilité au prix de l'électricité, du gaz, du pétrole ou que sais-je ? Alors, nous sommes évidemment sensibles à ces prix-là, puisque ce sont des prix qui ne sont pas dictés par l'entreprise, mais par les marchés, et qui diffèrent énormément d'une matière à l'autre, et parfois même d'une région à l'autre. Pour vous donner un exemple, vous parliez du GNL, ce gaz naturel liquéfié. Eh bien, si vous comparez le prix qui est actuellement sur le marché américain, il est 2 fois plus faible que le prix sur les marchés asiatiques ou européens. Comment ça s'explique, ça ? Alors ça s'explique par ce qui se passe aux États-Unis sur les énergies, notamment sur le gaz. Vous avez certainement tous entendu parler des gaz de schiste, de cette nouvelle manne d'énergie américaine qui est très pléthorique et qui fait donc, par l'offre et la demande, un prix d'énergie très bas aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en Europe, ce n'est pas le cas en Asie, donc on n'a pas ce genre de prix. D'accord, donc là ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que là où finalement sur le pétrole, on va avoir un cours mondial du pétrole, sur le marché du gaz, il y a des différences régionales qui sont très fortes entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Comment évolue, vous nous avez dit tout à l'heure, on change de nom. Juste d'ailleurs, petite question par rapport à ça, on change de nom, mais le titre reste coté sous GDF Suez, pourquoi ? Parce qu'actuellement, le changement de nom, il est uniquement commercial. Hein, vous l'avez vu, c'est une publicité commerciale. Donc tout ce qui est lié à l'entité juridique, l'entité boursière ne bouge pas. Il faudra Ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. On a connu ça pour ceux qui suivent les marchés, notamment sur ce qui s'était passé sur France Télécom et Orange. C'est exactement la même histoire. On a eu effectivement très longtemps la marque Orange qui était développée, alors que la société s'appelait encore France Télécom. Vous nous avez dit tout à l'heure, on change de nom parce que le marché de l'énergie, il change fortement. Quelles sont les grandes tendances aujourd'hui de ce marché de l'énergie? Alors, deux éléments de réponse. Premièrement, si on regarde la macroéconomie, on a une situation de l'Europe qui est plutôt peu dynamique par rapport à celle du reste du monde, notamment les pays émergents qui sont en croissance de besoins d'énergie liés à la croissance de la démographie et de l'économie. Maintenant, au niveau pur du marché de l'énergie, on a une révolution qui est basée sur ce qu'on appelle les 3D. Les 3D, c'est le D de la décarbonisation. Décarboniser la production d'énergie, ça veut dire produire de l'énergie en émettant moins de CO2. Le deuxième D, c'est la digitalisation, c'est-à-dire l'intégration des nouvelles technologies dans la production d'énergie, dans l'utilisation de l'énergie. Ça, c'est une véritable révolution puisque maintenant, nous pouvons directement mettre en face l'offre de la demande et optimiser autant l'amont que l'aval et l'utilisation de l'énergie avec le digital. Et puis, le troisième D, c'est celui de la décentralisation. Et ça, c'est un nouveau phénomène qui est très important puisque l'idée, c'est plus qu'une idée, hein, c'est une réalité, c'est de passer d'un monde où on avait des grandes centrales à grande capacité de production, donc très centralisées, avec des grandes infrastructures de distribution, à maintenant des productions qui sont faites à partir d'installations petites, voire miniatures. Par exemple,
Donnez-moi un exemple. Oui, parce je vais que vous donner un exemple. Pour moi, pardon de vous dire la chose suivante, mais pour produire l'énergie, j'ai l'impression qu'il y a par exemple pour l'électricité, il y a une centrale qui produit de l'électricité, puis on met l'électricité dans les tuyaux. Donc c'est quoi les modèles décentralisés? Voilà. Donc ça, ce dont vous parlez, c'est le modèle qu'on connaît tous, qu'on a encore d'ailleurs, traditionnel, avec des grosses centrales qui peuvent faire 1000 mégawatts ou plus. Aujourd'hui, la décentralisation, c'est par exemple une éolienne qui fait 1 mégawatt. Donc vous voyez, on passe de 1000 à 1, donc c'est divisé par 1000, et qui va être situé, sinon dans votre jardin, très proche de votre territoire, et au plus proche des consommations, des citoyens, des industriels. Donc c'est une approche complètement différente que de décentraliser et de territorialiser l'énergie. Alors vous nous dites que le marché de l'énergie est aujourd'hui marqué par ces 3D, la décarbonisation, la digitalisation, la décentralisation. Est-ce que globalement il est aussi marqué par la logique de sobriété énergétique? Tout à fait. La sobriété, c'est un mot soutenu pour parler d'efficacité énergétique, de consommer mieux, consommer moins, et de manière plus générale de parler de transition énergétique. On entend tous parler de transition énergétique. La transition énergétique, finalement, elle va allier la décarbonisation, moins d'émissions, la digitalisation qui va permettre de nouveaux moyens de produire et de consommer au plus proche des territoires. Bien, je voudrais, Brigitte, si vous le voulez bien, qu'on se focalise sur le premier D, décarbonisation du mix énergétique. Quels sont aujourd'hui les moyens de produire les plus décarbonés? Eh bien, ce sont tous les moyens qui sont liés ce qu'on appelle les ENR, encore un acronyme, E comme énergie, N comme nouvelle et R comme renouvelable, qui comportent le vent, l'éolien, qui soit sur Terre. Alors, sur Terre, c'est des technologies qui sont assez matures maintenant. Maintenant, donc, nous allons sur mer avec l'éolien offshore, voire dans la mer avec l'hydrolien et l'utilisation de la force des vagues et des marées. Ensuite, vous avez évidemment la biomasse, qui est pas une nouvelle technologie, qui existe depuis longtemps, mais qui s'avère efficace à partir du bois, à partir des déchets ménagers ou des déchets végétaux. Vous avez la géothermie, donc la chaleur qu'on peut récupérer du sol. Et puis bien sûr, vous avez le soleil qui est une source a priori inépuisable de chaleur. Tout le monde connaît les plaques solaires, le photovoltaïque, et c'est intéressant de voir d'ailleurs que les coûts baissent énormément. Et chez nous, nous sommes très, très, très ambitieux sur le solaire. Alors justement, avant qu'on parle de ça, il y a des gens qui sont à l'Assemblée Générale d'Engie ou pas Voilà, monsieur, vous y êtes allé. Alors si vous y êtes allé, vous avez dû voir quelqu'un, un de mes confrères, c'est Jérôme Bonaldi, qui vous a parlé d'un certain nombre d'innovations. Donc vous étiez le seul à y aller, les autres n'y étaient pas. Mais c'est pas grave, c'est rattrapé. Je vous propose de regarder tout de suite Jérôme Bonaldi sur les innovations dans le monde de l'énergie. Quels sont vos projets, Brigitte, sur ce thème-là et vos ambitions sur les énergies nouvelles renouvelables? Alors, des projets, nous en avons des nombreux. Au niveau de nos objectifs, nous avons alors déjà progressé puisque les énergies nouvelles renouvelables, entre 2009 et 2015, elles ont augmenté de 50% en Europe et nous avons l'objectif d'aller encore plus loin en doublant cette puissance ENR Europe d'ici 2025. Donc, en passant de 8 MW à 16 MW d'ici 2025. Vous avez des projets à me présenter en pratique? Oui, bien sûr. Je vais prendre des projets près d'ici, ils seront plus parlants. Alors, à commencer par, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler du parc du Haut-des-Ailes, qui est un parc éolien qui comprend... Il y en a qui le connaissent dans la salle? Le parc éolien du Haut-des-Ailes? Non. Ah bah alors je vais vous... Allez, racontez-nous alors cette histoire-là. C'est un parc qui est dans votre région, à 60 km à l'est de Nancy, qui en fait comprend 22 éoliennes qui sont à travers différentes communes et lesquelles couvrent 44 mégawatts, donc ça alimente à peu près 40 000 personnes par an en énergie.
Et sachez que ce parc était innovateur parce que c'est le premier parc en France qui a eu un financement participatif. C'est-à-dire 10% du financement a été fait par les citoyens riverains. Je vous parlais tout à l'heure d'énergie décentralisée au plus près des territoires. Donc ça veut dire que les gens qui étaient à côté pouvaient investir aux côtés d'Engie. Et ils l'ont fait. D'accord. Alors ça, c'est de l'éolien terrestre. Éolien maritime, vous faites ça où? Alors, éolien maritime, vous avez peut-être entendu parler d'un appel à projet qui a été national l'année dernière et que Engie a remporté sur 2 sites, en fait. Un site qui est dans la zone du Tréport et qui va faire 1000 mégawatts ensemble avec un deuxième site qui est aux abords des îles de Dieu et de Noirmoutier, que vous connaissez, c'est des noms peut-être un peu plus connus. Donc 2 fois 500 mégawatts de fermes, en fait, sont des véritables fermes d'éoliennes en mer. Question, les énergies renouvelables, c'est super, parce qu'on se dit c'est bien pour l'environnement, etc. Malgré tout, moi, je cherche à être actionnaire, donc je m'interroge sur des questions de rentabilité, parce qu'être actionnaire, c'est aussi investir dans des sociétés qui gagnent de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont rentables ou est-ce que les coûts de production sont encore très élevés? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en France, c'est rentable parce qu'il y a des subventions qui permettent la rentabilité parce que ce sont des technologies nouvelles et qu'il y a une volonté politique de les développer, donc d'accompagner leur maturation économique. Alors, la maturation, elle arrive, vous voyez sur ce graphique, le coût de développement est de moins en moins élevé parce qu'il y a une expérience, un savoir-faire avec les années qui passent. Et juste pour prendre l'exemple du photovoltaïque, en 8 ans, le prix de production a été divisé par 4. Donc, oui. Donc, on va y arriver bientôt à la rentabilité? On va y arriver. Alors, en fonction des technologies, il y en a qui vont y arriver très vite, il y en a qui vont y arriver moins vite. Quand on parle d'hydrolien, on en est encore tout au début, sous la mer. Mais progressivement, c'est l'objectif. Toujours dans l'actualité, puisqu'on parle de développement durable, on parle de décarbonisation, etc., j'entends parler, comme beaucoup de gens qui sont dans la salle, d'une fameuse conférence COP21, où la France va changer le monde. C'est quoi cette conférence COP21? Effectivement, on le voit dans tous les médias, tous les jours, c'est un immense événement. Alors, encore un acronyme, COP, c'est Conference of Parties, donc c'est la conférence des parties. Toutes les parties prenantes étant les pays, il y a plus de 190 nations qui ont signé dans les années 90 un cadre de négociation sur les enjeux climatiques dans le monde, tout cela dans le cadre de l'ONU. Et donc, il y a une conférence régulière, je crois que c'est la 21e cette année, d'où la COP 21. Et effectivement, c'est Paris qui l'accueille. Alors, c'est un enjeu parisien, évidemment, français, mais surtout mondial. Parce que cette année, l'enjeu, c'est d'arriver à négocier, trouver des points d'entente pour limiter le réchauffement climatique, ce fameux réchauffement climatique. Car s'il dépasse 2 degrés d'ici 2050, selon les experts, nous rentrons dans une véritable catastrophe naturelle planétaire. Donc il faut qu'on ne dépasse pas ces 2 degrés, et pour ça, il faut prendre de nouvelles décisions, et on espère que la conclusion se fera donc à Paris cette année. Qu'on réussira à mettre les gens d'accord? On espère que tout cela est progressif. Vous imaginez que ça a commencé en 90, ça ne va pas se terminer en 2015. Mais on espère effectivement que des décisions seront prises. Alors, en ce qui concerne Engie, oui, nous, on a une position très claire en tant que producteur d'énergie, sachant que l'énergie, ça fait partie des gros émetteurs de CO2, en tant que production et en tant que consommation aussi. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quand on se chauffe, quand on utilise un carburant, pour se déplacer, nous émettons du CO2. Donc nous sommes particulièrement concernés et notre philosophie, notre politique, c'est de défendre un prix du CO2 mondial qui serait un signal très fort pour les investissements. Autrement dit, ça veut dire que ceux qui émettent beaucoup de CO2 paieraient beaucoup et ceux qui émettent peu de CO2 paieraient peu. Voilà, c'est une espèce de taxe carbone pour les producteurs qui vise à mettre tout le monde sur un pied d'égalité et surtout ceux qui ont plus de rentabilité
en émettant beaucoup de carbone, ne garde plus cet avantage face à ceux, on l'a vu sur les énergies renouvelables, ça coûte plus cher, au départ c'est moins rentable, donc il faut qu'il y ait un avantage émission CO2 à la production de ENR. Brigitte, il nous reste 6 minutes. Le thème que j'avais affiché, c'était 3 raisons d'investir sur Engie. Alors, Engie surperforme le marché sur l'exercice 2014. Engie se porte moins bien, on va dire, sur le début de l'année 2015. Raisonnons à moyen terme. Donnez-moi 3 raisons d'investir sur le groupe. 3 raisons. 3. Premièrement, je dirais que Engie est positionné sur les marchés à forte croissance. Top. 1. Deuxièmement, je dirais que Engie a la solidité financière pour pouvoir financer les investissements permettant de générer à terme cette croissance. 2. Troisièmement, je dirais que Engie offre une politique de dividendes attractive pour ses actionnaires. 3. Si vous le permettez, comme j'avais un tout petit peu préparé ce que je voulais faire, on va rentrer un tout petit peu dans le détail. Raison numéro 1, la croissance. Oui, la croissance, vous le voyez là, sont des données contextuelles, factuelles de marché, à savoir une population qui va passer à 9 milliards d'ici 2050, ce qui va générer un développement économique et donc, puisque qui dit développement économique dit production, consommation d'énergie, un triplement de la consommation d'énergie. Et là, nous parlons des pays non OCDE d'ici 2030. Donc c'est ce qu'on va appeler les pays émergents, entre guillemets, pour faire simple, par rapport à ça. Comment dans cette croissance démographique qui va entraîner une croissance de la consommation aujourd'hui, vous vous positionnez et quelle est votre stratégie dans cet environnement-là? Et nous, on se positionne sur toutes nos compétences, donc les 3 métiers dont je vous ai parlé au début, pour être l'énergéticien de référence sur ces marchés à forte croissance. Et je précise que ces marchés sont aussi dans une phase de transition énergétique, c'est-à-dire qu'on peut directement aller installer des ENR dans ces pays-là. C'est un petit peu comme la téléphonie. On a vu des marchés qui sont passés directement de pas de téléphone à un portable. Nous, on a connu le téléphone fixe, tous. Eux l'ont pas connu, ça va être pareil dans l'énergie. Certains pays vont directement passer aux ENR. Donc, sur les marchés à forte croissance, être sur vos métiers, c'est-à-dire sur les 3 métiers, les services, le gaz et l'électricité, la référence, ok? Et sur l'Europe, votre stratégie? Et sur l'Europe, notre stratégie, c'est être le leader de la transition énergétique, parce que l'enjeu de l'Europe, c'est la transition énergétique. Et c'est une nouvelle source de développement et d'activité pour le groupe. Alors là, on a mis une petite carte avec ce que vous avez fait comme investissement en 2014. Un commentaire là-dessus? Alors, s'il reste peu de temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement vous dire que nous avons plus de 10 gigawatts de construction en cours et qu'elles sont à plus de 95% positionnées dans les pays non OCDE dont nous avons parlé. D'accord, donc là où il y a le plus de croissance. Voilà. Bien, deuxième raison, vous m'avez parlé des investissements. Je voudrais juste qu'on refasse un truc, ça c'est mon côté fils de prof. On va rappeler quelques règles de base du fonctionnement d'une entreprise. Et pourquoi aujourd'hui, quand on analyse la croissance économique, on s'interroge autant sur la logique d'investissement. En théorie, quand on investit, c'est pour produire plus et pour plus vendre, donc c'est fait pour augmenter le résultat. Une fois qu'on a augmenté le résultat, naturellement, ça augmente la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Et cette capacité d'autofinancement, elle peut servir à 2 choses. Elle peut servir à, ce qui est normal, payer une rémunération aux actionnaires, c'est le dividende, mais elle peut également servir à faire des investissements, de nouveaux investissements. Et naturellement, si votre capacité d'autofinancement elle est insuffisante pour payer votre dividende et faire vos investissements, et bien qu'est-ce qui se passe? Vous vous endettez. Vous nous avez dit que vous aviez les moyens de vos ambitions en termes d'investissement. Que s'est-il passé sur quels investissements avez-vous fait en 2014 et comment les avez-vous financés? Nous sommes sur une moyenne de 6-7 milliards d'euros par an d'investissement. En l'occurrence, en 2014, c'était 7 milliards. Alors, dans les investissements, il y a toujours une partie dite de développement.
donc de nouveaux investissements pour de nouvelles centrales, nouvelles sources d'énergie, pour les 2/3 à peu près, et 1/3, ce sont les investissements dits de maintenance, c'est-à-dire que vous comprenez que des installations de production d'énergie, c'est des installations qui durent très longtemps et donc qui demandent chaque année des travaux de maintenance pour maintenir en l'état l'appareil de production. Ensuite, dans les emplois, nous avons évidemment des dividendes, ça c'est important. Et on y reviendra. On y reviendra, d'accord. Et comment vous avez financé tout ça ? Eh bien, d'abord par les flux qui sont générés par les opérations, par l'exploitation de la société. C'est la plus grosse source de ressources sur les 13 milliards. Et puis ensuite, dans une très moindre mesure, des produits de cession. Sachez cession, ça veut dire qu'on se déshabille des bijoux de famille, ou c'est une stratégie chez vous de faire tourner les positions et le portefeuille ? Exactement, c'est une stratégie, ça fait partie des pratiques, compte tenu de la taille du groupe, de revoir le portefeuille, de la même manière que vous revoyez vos portefeuilles d'actions. On nous avait dit tout à l'heure qu'il fallait les revoir tous les 6 mois. Eh bien, nous voyons tous les ans tous nos portefeuilles d'investissement. Et le cas échéant, nous faisons tourner à la marge, parce que nous ne sommes pas une société financière, nous sommes une société industrielle, donc à la marge. Alors tout à l'heure, quand je faisais ma présentation de l'équation économique des entreprises, j'ai parlé d'endettement qui pouvait être la variable d'ajustement. Comment évolue l'endettement chez vous ? Alors d'abord là, vous voyez sur cette photo qu'il y a une marge entre les ressources et les emplois. Les ressources sont supérieures, donc une flexibilité. Maintenant, alors, sur l'endettement, on regarde l'endettement à travers plusieurs critères. Donc le premier critère, c'est le niveau de la dette. Donc vous voyez que chez Engie, en 2012, la dette c'était 36 milliards, un peu plus. 2014, 27. 31 mars 2015, nous sommes à 26,8, donc moins 10 milliards sur 3 ans de désendettement. Deuxième critère, c'est le coût de cet endettement. Vous voyez qu'il a été réduit d'1 point entre 2012 où en moyenne la dette était payée à 4,18% et elle est descendue à 3,14%. Donc ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément c'est ce qu'on appelle les ratios de la dette par rapport aux résultats d'exploitation. Donc il est passé de 2,5 à 2,3, c'est-à-dire 2,3 fois la dette. C'est quoi vos objectifs en la matière ? Notre objectif, c'est 2,5. Taux de couverture, dette nette, par rapport au résultat d'exploitation de 2,5. Et notre autre objectif, et c'était le 4e critère dont je voulais vous parler, c'est le critère de notation par les organismes internationaux, où nous avons l'objectif de rester en notation A. A, c'est comme à l'école, les bonnes notes. C'est les premiers rangs de notation financière. Allez, dernier point, parce qu'on est en train de déborder et comme je voudrais qu'on puisse échanger tout à l'heure sur les stands. Le dividende, aujourd'hui, vous versez 1 €. Ça fait un rendement par rapport au dernier cours de bourse de vendredi de 5,67. J'évoquais tout à l'heure mon chiffre de 3%. Vous êtes nettement au-dessus du critère qui permet d'être jugé comme une valeur de rendement. Quels sont vos objectifs en la matière ? Nos objectifs, c'est de distribuer entre 65 et 75% du résultat net récurrent par du groupe, sachant que le groupe a annoncé d'ailleurs pour 2015 une fourchette de résultats nets récurrents par du groupe comprise entre 2,85 milliards et 3,15 milliards. C'est en léger recul par rapport à ce qui avait été annoncé en raison de problèmes en Belgique ? Oui, tout à fait. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité en Belgique, il y a eu 2 réacteurs qui devaient être remis en exploitation et dont cette remise en exploitation a été différée au mois de novembre prochain, d'où la revue à la baisse de cette prévision. J'essaie d'être pratique. Votre dividende, 1 €, vous le versez en une seule fois, vous le versez en plusieurs ? Alors on le verse en 2 fois, c'est-à-dire que nous avons une politique d'acompte. L'acompte va être de 0,50 cents par action. D'accord. Deuxième caractéristique de votre dividende, il est élevé, mais on peut même avoir plus que ça, puisque vous faites un dividende majoré. Un dividende majoré, donc comme son nom l'indique, on majore de 10% le montant du dividende
Dès lors, il y a une condition, qu'il est détenu au nominatif pendant une durée minimum continue de 2 ans. Ce soir, j'achète une action. Est-ce qu'elle est au nominatif ou comment je fais pour passer au nominatif? Alors, si vous voulez l'acheter directement au nominatif, vous allez l'acheter auprès de la Société Générale, qui est la banque qui gère les nominatifs d'Engie. Sinon, vous pouvez l'acheter dans votre banque et demander de la gérer, ce qu'on appelle le nominatif administré. C'est-à-dire ça reste dans votre banque, mais votre banque administre auprès de la Société Générale votre action. Et donc ça, si vous l'achetez aujourd'hui, il faut le faire d'ici la fin de l'année pour avoir droit, 2 ans plus tard, au dividende majoré. Donc si je le fais aujourd'hui, je toucherai sur le dividende qui sera versé en 2018. 2018 au titre de 2017. Ok, on avait un iPad qui nous permettait d'avoir un deuxième retour et non pas un seul retour sur la télé. Ça nous amène à nous dire 2 mots du numérique. Gérard Mestralet, lors de l'Assemblée Générale, a lancé une nouvelle appli. Vous nous en dites 2 mots? Oui, le numérique, il est important, on l'a vu dans l'énergie, avec les nouvelles solutions digitales. Il est aussi important pour nous dans toute notre communication, notamment vis-à-vis de nos actionnaires, parce qu'on en a 1 million. Vous voyez, aujourd'hui, on est une centaine. On pense aussi à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, on met tout sur Internet et on facilite tout pour que tous nos actionnaires puissent avoir accès à l'information digitale. Donc, l'appli, elle est téléchargeable si vous avez des téléphones qui donnent accès à Internet, que ce soit des Apple ou des systèmes Android. Et à ce moment-là, vous aurez évidemment le cours de l'action, mais aussi l'actualité. Vous avez des petits films, vous reverrez Jérôme Bonaldi, et puis des simulateurs. Et puis si vous êtes au nominatif, vous pouvez même passer un ordre par cette appli. On reste dans le numérique, vous avez un e-club actionnaire? Oui, tout le monde connaît les clubs d'actionnaires et j'espère d'ailleurs parmi vous qu'il y a des membres du club d'actionnaires d'Engie. Là aussi, nous cherchons à porter à tous les éléments du club sur Internet. Donc là, il suffit juste d'avoir un ordinateur fixe et d'aller sur le site e-club et vous pourrez voir toutes les conférences. Par exemple, on parlait du COP21. Nous avons fait une conférence la semaine dernière à Paris sur les enjeux climatiques. Je viens de faire un petit signe à votre déléguée régionale d'Engie qui s'appelle Christelle Bridé, qui est parmi nous, pour qu'elle vienne nous rejoindre à une condition, puisqu'elle est là, c'est de nous dire quelques mots sur la région de manière très courte. Christelle Bridé, je vous écoute. Bonjour à tous. Donc je suis effectivement la déléguée régionale pour la Lorraine. Engie en Lorraine, c'est 2300 personnes. On a donc un ancrage territorial fort. On est présent dans tous les départements, dans tout le territoire lorrain. Simplement pour aller vite, peut-être illustrer par quelques cas concrets la politique des 3D de Engie en Lorraine. Donc on a parlé d'éolien avec le parc du Haut-des-Ailes. Il y a aussi un projet intéressant qui est en train de se mettre en service à Pont-à-Mousson, où là on va utiliser le biogaz qui est issu d'une décharge d'ordures ménagères pour alimenter un réseau de chaleur, donc chauffer de l'eau qui va aller au travers de 6 km de réseau, alimenter les bâtiments communaux, la piscine et un certain nombre de copropriétés de la ville de Pont-à-Mousson. Donc vous voyez dans la logique d'économie circulaire ce qu'on est capable de promouvoir comme solution. Un autre exemple sur l'efficacité énergétique, on a proposé à la région Lorraine d'équiper leurs 150 lycées de solutions de metering, ce qui permet en temps réel en fait, aux gestionnaires de patrimoine des lycées de voir le suivi des consommations de gaz, ce qui permet très rapidement en fait, au lycée de réagir s'il y a des dérives. Et donc là, on est totalement dans la sobriété énergétique. Et puis peut-être un dernier exemple sur la COP21, puisqu'on en a parlé aussi aujourd'hui. On accompagne Metz Métropole sur une action de pédagogie qui va être faite auprès des élus, auprès des particuliers, là aussi autour de l'efficacité énergétique, rénovation énergétique et également proposer par exemple des composteurs en pied d'immeuble pour trier mieux ces déchets. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Christelle Bridé et Brigitte Roser-Herlin.